Bonsoir Bruno, merci à toi de m'accueillir pour ce temps, pour cet entretien. Tout d'abord, pour commencer, je vais te laisser te présenter brièvement. Donc, je me nomme Bruno Ducou, je suis ostéopathe, je vais avoir 67 ans là, dans quelques semaines. J'ai après une formation de masseur kinésithérapeute, hein, très vite je me suis orienté vers l'ostéopathie pour essayer d'avoir une approche de la santé qui me semblait plus cohérente avec ma vie et ce que je pensais. Et donc en 78, je me suis installé comme kiné et j'ai commencé tout de suite les études d'ostéo. Et en 84, je me suis installé comme ostéopathe exclusif en rendant mon diplôme de kiné. Et depuis, je continuais à me régaler sur le chemin de l'ostéopathie, à pratiquer, continuer à apprendre, enseigner, transmettre, à développer sur ce chemin. Donc je n'aurais pas été sur ce chemin-là si je n'avais pas été collé au départ donc alors que j'étais étudiant à Santé Navale à Bordeaux. Donc je souhaitais être médecin dans l'économie. Ah Donc voilà. j'avais Mhm. fait ça pour développer ça parce qu'il me semblait d'apporter la médecine dans les pays où il n'y avait pas la médecine, c'était intéressant. Donc j'étais rentré à Santé Navale. Et puis parce que je faisais trop de sport, je faisais trop de choses, j'ai été collé en médecine et donc j'ai été renvoyé du service de santé des armées. Et là, donc comme punition, j'ai eu un an de bataillon disciplinaire à faire. J'ai eu, Ah oui, c'était une vraie ça a été punition. très, ouais, il a fallu que je rembourse pendant plusieurs années tous les frais que mes études avaient occasionnés. Et donc je me suis retrouvé en kiné. Et Attends, mais j'ai pas en compris, c'est parce que sachant tu que, faisais trop de sport? oui, parce que j'étais dans l'équipe d'aviron à l'époque, on avait été qualifié pour les championnats d'Europe qui étaient juste 15 jours avant le concours de médecine. Donc à l'école, ils nous avaient encouragés. Allez, on est revenu avec une médaille de bronze Ah ouais, en non, 8 félicitations. avec barreur, voilà, un championnat Europe universitaire. Donc j'étais là-dedans et donc j'ai été collé au concours de médecine. Et D'accord. donc là, je me suis retrouvé vraiment, ça a été un choc de tout ce que j'avais prévu qui s'est effondré. Hmm. Et puis après, j'ai fait Et kiné. t'as Donc pu de récupérer rencontrer kiné. l'ostéopathie, ça, voilà. En même temps, chacun a une histoire personnelle, je dirais. En même temps, donc mon père est tombé malade. Il était chef d'entreprise. Moi, je suis l'aîné de 6 enfants, donc il s'est retrouvé au Ah, chômage avec toute d'accord. la famille, les enfants, tout ça, ça a été une période très compliquée. Et, et mon père, donc, finalement, les médecins n'ont pas posé un diagnostic correct. Ils ont pensé que c'était une dépression. Ouais. Et en fait, il est mort. Donc, c'était pas du tout une dépression. En fait, Ah c'était une oui. tumeur cérébrale qu'il avait. Et il est mort au moment où j'ai eu cette conférence sur l'ostéopathie. Donc, Ok. il a été enterré le jour de mon anniversaire. Ah oui. Et j'ai un petit frère qui est né le même jour que moi, 6 ans après. Donc, le jour de notre De vos anniversaire, notre anniversaires. père a été enterré Ah oui, oui. comme ça. Et donc, la semaine d'après, il y avait une conférence sur l'ostéopathie de Marc Bosetto et Bob Benichou. Oui. Et voilà. Donc, la vie fait qu'il y a tout le temps des événements terribles qui nous arrivent dans la vie qui, en fait, sont le précurseur de quelque chose qui nous amène vers une orientation différente. Ouais, qui donne un élan Voilà. Et donc, pour sortir voilà. d'un marasme où on peut être plongé, quoi. Et là, j'ai découvert dans cette conférence qu'on a fait à l'école de kiné, un peu contre l'avis des responsables, de Bosetto et Benichou, qui faisaient un two-man show, je dirais, Ah oui, comme ça, et qui était très impressionnant. Et tout ce qu'on apprenait à l'école de kiné, il le remettait en question. Et un de mes copains qui était joueur de rugby, il avait une entorse acromioclaviculaire, il ne pouvait pas lever son épaule. Et donc, comme ça, à la fin de la conférence, il dit ben, vous voulez regarder mon épaule comme ça? Et donc, sur la scène devant nous, oui. il a manipulé, je ne sais pas comment il l'a manipulé, et un quart d'heure après, il levait son épaule normalement. Ah Alors oui. là, je me suis dit, vraiment, il y a quelque Il y chose a quelque qui chose à. m'intéresse. Et Hmm. donc, la rentrée suivante, on était inscrit dans l'école d'ostéopathie qui montait, mais qui était illégale. Un peu, Eh oui, oui, oui. donc, c'était donc en 78, 1978. Et voilà. Et puis donc après cette première école d'ostéopathie, donc Marc Bosetto et Bob Benichou se sont fâchés, se sont séparés. Oui. Et j'ai suivi Benichou, mais
quand j'arrivais à la fin et que j'étais assistant chez lui, il a dit ah bon, on va faire l'ostéopathie une spécialité de kiné. D'accord. Et donc en l'appelant thérapie manuelle et plus ostéopathie. Et là j'ai dit non, moi je suis pas d'accord, c'est pas ça que je veux faire. Et j'avais commencé à lire ce qu'avait fait Steele et tout ça, et je me suis dit non, c'est pas ça, c'est quelque chose de différent. Tu étais déjà allé Et voir là j'étais un peu frappé la source. voilà, à une autre école Mhm. qui était l'IWGS après, qui est devenu le COS après, et Bernard Gabarel qui était à Bordeaux, un des enseignants dans cette école, donc m'a pris dans son cabinet et j'ai arrêté donc en 84 la kiné pour reprendre la suite du cabinet de Bernard Gabarel à Bordeaux, qui était le premier cabinet d'ostéopathie De Bordeaux. sur Bordeaux. Ah, ok. Et après, pendant 15 ans, 20 ans, on était 4 ostéos sur Bordeaux, c'est tout. Ah, et, oui. Et les gens venaient de toute l'Aquitaine nous voir les uns ou les autres. C'était vraiment très... Vraiment très, pionnier, oui, pionnier de l'ostéopathie, oui. Et à l'époque, c'était de l'exercice Plus illégal de la exercice, médecine. ouais. Et il n'y avait pas encore de jurisprudence. Oui, exactement. La jurisprudence, finalement, elle arrive en quelle année? Donc la loi sur l'ostéopathie est arrivée en 2002. Mais donc moi, et déjà avant, il y avait... j'ai voulu, voilà, avant, pour que ça soit reconnu, donc comme à l'époque, le Premier ministre, qui s'appelait Michel Rocard, avait sa fille qui faisait des études d'ostéopathie, il avait ouvert l'ENA, l'École nationale d'administration, un 3e concours pour les gens de la société civile qui voulaient apporter quelque chose à l'administration. Et donc j'ai postulé en disant, moi ce qui m'intéresse, c'est juste au ministère de la Santé, devenir administrateur, parce qu'avec l'ostéopathie, on peut économiser vraiment des frais au niveau santé. Et donc mon dossier a été retenu, j'ai passé le concours, j'ai eu une bourse du Premier ministre, donc j'ai arrêté d'exercer mon cabinet à ce moment-là pour faire Sciences Po, passer le concours de l'ENA. Et au moment de passer l'oral de l'ENA, le Premier ministre a changé et M. Balladur, de droite étant Premier ministre, l'Ordre des médecins a interdit que je puisse continuer. Que tu puisses continuer. Parce que ça faisait nombre. Et au passage, M. Juppé étant devenu maire de Bordeaux en même temps, à la place de Chaban-Delmas, j'ai finalement eu un procès pour exercice illégal de la médecine, où en première instance, j'étais relaxé avec mes associés, et le parquet a fait appel, et l'Ordre des médecins a fait appel, et en appel, on a été condamnés en nous disant, mais la loi sur l'ostéopathie dit, le Code de la santé publique dit, ne peuvent pratiquer des actes d'ostéopathie que les docteurs en médecine. Vous n'êtes pas docteur en médecine, donc voilà, il n'y a pas de discussion. Alors qu'en première instance, j'avais eu que des témoins de gens qui disaient, mais ça fait du bien aux gens. Ça fait du bien, ça allait mieux, Donc là, j'étais... Et après et après cette condamnation, le président du jury est venu me voir, et puis il me dit, mais je vous ai condamné, je sais, mais m'en voulez pas, parce que la loi est comme ça. Mais je suis sûr que la jurisprudence va évoluer. Parce que dans les attendus du procès, la jurisprudence a marqué qu'on était condamné, mais qu'on faisait du bien aux gens. Ah, d'accord. Et ça a pris combien de temps alors? C'était en 92. Et juste après, dans les attendus du jugement aussi, il fallait que ça soit publié dans le journal local, le Sud-Ouest. Et j'ai toujours l'article du Sud-Ouest qui dit que j'étais condamné parce que je fais du bien aux gens sans être médecin. D'accord. Donc, ce qui a rempli mon cabinet. Tous les gens venaient au cabinet pour n'importe quoi en disant... parce que tu as quand même continué à exercer. Oui, j'ai enlevé ma plaque, mais j'ai continué à exercer en sachant que s'il y avait une autre condamnation, c'était une peine de prison qu'ils avaient requis. Donc malgré ça, tu as quand même continué. J'ai continué, mais il n'y a pas eu de problème. Moi qui avait eu des procès en même temps. On était une dizaine à avoir eu des procès à Lyon. Ils étaient tout un groupe, une dizaine à être passés en procès. Il y avait Lionel Sartel à Paris. Oui, et c'était aussi dans les début des années 90. 92, voilà, 92, 93. Et donc petit à petit... Et la jurisprudence finalement, elle évoluait et la loi sur l'ostéopathie est arrivée en 2002. C'est-à-dire 10 ans après, quand même. Ah oui, donc pendant 10 ans, c'était exercice illégal. Illégal de la médecine. Et il y a eu des procès. Chaque fois qu'il y avait des procès, on voyait que la jurisprudence évoluait. Et l'avocat... Et il y avait encore des condamnations jusqu'en 2002? Oui, mais de moins en moins. Ah, d'accord. C'était Maître Durand, l'avocat du syndicat à l'époque, c'est pour ça que c'est important d'être syndiqué, qui a vraiment œuvré, qui chaque fois pour faire évoluer ça. Mais le contexte de la loi sur l'ostéopathie, et aussi, c'est une anecdote qui est intéressante, qu'il faudra
rajoutée dans les livres d'histoire parce que Oui. ça n'aurait jamais dû passer, la loi sur l'ostéopathie. Et en fait, donc moi j'étais La loi de 2002 de qui, 2002, oui, ouais. qui Donc, autorisait, qui dépénalisait c'est ça. en Donc fait, moi, j'avais été l'exercice. accepté à l'ENA parce que j'avais passé beaucoup de temps à Médecins sans frontières, j'avais été trésorier de Médecins sans frontières, Ouais. etc. Et donc le président de Médecins sans frontières, qui était parti à Médecins du Monde à l'époque, c'était Bernard Kouchner. Mhm. Donc j'étais proche de Bernard Kouchner et c'est lui, en 2002, qui était ministre de la Santé. D'accord. Donc j'ai contacté... Ah oui, donc c'est donc, vraiment une affaire de relation finalement. Hein. exactement, ça s'est fait comme ça. Au niveau Vraiment, européen, il y avait déjà eu une première loi au niveau européen sur les médecines complémentaires, comme Mhm. ça. Donc ça a évolué au niveau de l'Europe. En France, c'était difficile. Et celui qui, en France, menait ce dossier au niveau politique, s'appelle Armand Gersanois, donc qui Ah oui, était qui est avec l'UFOF, l'UFOF, enfin voilà. EDF aujourd'hui. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc, et Armand Gersanois donc, a pu rencontrer Bernard Kouchner. Je l'ai appelé, on a fait ça. Ok. Et il se trouve, encore des histoires comme ça, qu'au moment de la rédaction de cette loi sur la santé de 2002, un des rédacteurs de la loi était le cousin germain d'un autre ostéopathe qui s'appelle Jérôme Nourry, qui est à Oui. Bordeaux. Oui. Et donc, c'est le cousin de Jérôme Nourry qui était chargé de rédiger cette loi. Et, D'accord, du pain béni pour nous. et donc, un soir, au moment de présenter cette loi au Parlement, Oui. donc ça s'est fait le soir, le vote de l'article 75, c'est juste un alinéa qui a été rajouté, qui a été voté à 2 h du matin, et il n'y avait plus personne à À l'Assemblée. l'Assemblée, oui. Ils avaient tous laissé leur clé de vote, et il n'y avait aucun médecin. D'accord. Et si le vote est passé, c'est parce qu'il n'y a pas eu de veto des médecins qui n'ont pas vu ce que ça a apporté de pouvoir dire il y a une loi sur l'ostéopathie, toute personne qui a fait les études suffisantes, Voilà. qui vont être élaborées par décret, peut avoir le titre d'ostéopathie qui est partagé entre des médecins ostéopathes, des kinés ostéopathes Ostéopathe. et des ostéopathes de formation initiale. Ok. Et donc, une fois, le lendemain, donc, c'est une là fois que que la loi la était porte s'est passée, ouverte. voilà, la porte s'est ouverte, et c'était trop tard. Et là, ils ont bloqué pour que les décrets d'application ne sortent pas. Mhm. Et il a fallu attendre 2007, de 2002 à 2007, pour qu'il y ait les premiers décrets d'application. Mhm. Oui. Et puis après, il y a eu les décrets pour les écoles, etc. Oui, et finalement, j'aimerais bien qu'on revienne sur le sujet des syndicats parce que autour de moi, j'ai très peu de collègues syndiqués. Et ils me disent tous, oh, mais ça sert à rien. Mais je leur dis, moi, que j'ai l'impression que c'est le seul levier qu'on ait pour défendre nos droits. Et que là, tout ce qu'on a conquéri jusque-là, enfin, tout ce que vous avez conquéri pour nous, finalement, c'est toujours en rediscussion. Enfin, c'est toujours, on est toujours susceptible de perdre ce qui Moi, a je été gagné, pense que pour qu'une profession existe, il faut que ceux qui en fassent partie aient conscience d'en faire partie et se réunissent pour faire un groupe qui puisse être un lobby, Voilà. fasse pression. Mm. Si on est juste quelques-uns, ça ne sert à rien. Et oui, on n'a pas de Donc, poids. voilà. Donc, Et pareil pour les associations, l'association des patients. ouais. Je pense qu'il faudrait vraiment qu'on en parle aux patients, dire qu'on a besoin Voilà, que s'ils ont besoin de nous, on a aussi besoin d'eux en retour Mm. pour que cette association de patients soit puissante et Tout à fait. qu'on ait un levier. Donc, ce qui s'est passé Au au niveau niveau national. des syndicats, Mm. quand même, il y a eu des belles histoires. Il y avait une scission un peu entre les ostéopathes qui étaient formés à Maidstone en Angleterre Ah et oui, qui étaient l'aristocratie de l'ostéopathie, et puis ces écoles qui se sont montées en France et qui étaient un peu dénigrées par les Maidstoniens, quand même, Oui. qui eux étaient dans la tradition anglaise. Hein. L'ostéopathie, elle est arrivée en Angleterre en 1915, voilà, au moment de la guerre. Donc les Français qui voulaient apprendre l'ostéopathie ont été en Angleterre, à Maidstone, se former. Et un Anglais qui s'appelle Brooks est venu faire une conférence en France, et il y a une dizaine de kinésithérapeutes français qui ont suivi cette conférence de Brooks, oui, et finalement, chacun a ouvert son école. Au départ, pour les kinésithérapeutes, et comme ça. Donc moi, je suis arrivé à ce moment-là dans ces écoles-là. Quand on a été diplômé en... pour donner des cours. Là, Voilà. quand t'es Et arrivé, puis en 81, donc, Robert Perronneau-Ferré a monté le registre ROF, des ouais. ostéopathes de France, en disant, pour qu'une profession soit reconnue, il faut qu'il y ait un registre qui permette de protéger l'éthique, la déontologie et protéger les patients qui viennent nous voir, que tous Oui. on soit comme intouchables. l'ordre Comme l'ordre des médecins, des dentistes. Les ordres des médecins. Non. Et parallèlement,
Donc il y a un syndicat qui s'est créé autour de, donc aussi des mêmes quelques anciens de ces écoles en France, donc qui est devenu l'UFOF. D'accord. Et les Medstoniens avaient leur propre syndicat qui s'appelait l'AFDO, et ils avaient un registre qui s'appelait le registre franco-britannique, Ah où oui, était bien marqué que les vrais ostéopathes, c'est ceux qui avaient été formés à Medstone. d'accord. Et sur leur plaque, il y avait ostéopathe DO, diplômé de Medstone. Ouais, Donc oui. voilà, c'était bien marqué comme ça. Et puis petit à petit, dans les négociations, dans les années 90, 92, 93, il y a eu des rapprochements, au lieu d'être dans la bagarre qu'il y avait, tout ça. Et je me souviens d'une assemblée à Lyon où j'étais présent, et je vois encore la photo qu'il y a sur le journal de l'époque, l'ostéopathie, où le président de l'AFDO et le président de l'UFOF se serrent la main, là Ah on oui. voit ça, et en disant on va arriver à fonder quelque chose ensemble. Mm. Et puis malheureusement, quelques mois après, ils étaient fâchés à nouveau, mais le registre franco-britannique a accepté de s'arrêter et tous les ostéopathes medstoniens ont rejoint le ROF. D'accord. Et par contre, les syndicats Et qui est n'est pas un resté, syndicat, ouais. voilà, le ROF qui est pour l'éthique et la déontologie, Mm. alors que le syndicat c'est pour défendre les Voilà. professionnels. Oui, oui, oui. Donc les deux, pour moi, sont deux éléments complémentaires qui n'ont pas le même statut. Donc le ROF a continué à se développer et assez vite, moi j'ai le numéro 35, hein, donc on était Ouais. dans cette... voilà, c'est incroyable de faire partie d'une profession, d'être dans les premiers, dans les Ouais, pionniers d'une profession quand même. Hein. Il n'y a pas de... voilà. Au niveau de l'ordre des médecins, je ne sais pas quel était le numéro 35 dans l'ordre des médecins, c'est juste dans les années Dans ces 45 après la guerre, quoi. Donc, Ouais, ouais, ouais. par là. Et là, le ROF s'est développé. Et aujourd'hui, il en est où alors, le ROF? Et donc, très vite, on est arrivé à 1500 Ouais. adhérents. Et malheureusement, donc aujourd'hui, il y a 600 adhérents au ROF. Donc, alors qu'on est Alors des qu'il y a milliers. 30 000 Ouais, on est 30 000 ostéopathes, ouais. déclarés dans les ARS. Alors, il y en a qui n'exercent plus peut-être, mais ça... Donc, parallèlement, le ROF a continué à essayer de travailler, mais voilà, on n'arrive pas à se réunir, à fonctionner correctement. Donc, il n'y a que 600 personnes qui sont membres du ROF, quand même, pour défendre l'éthique et la déontologie. Et les syndicats ont continué sur ces deux syndicats. Il y a eu des syndicats de kiné-ostéo aussi, il y a eu la chambre des ostéopathes, Oui, il y a d'autres... le SNO, voilà. Et, puis il y et a maintenant, il d'autres- reste surtout le SFDO voilà. et donc, l'ODF, qui voilà. est le Et nouvel donc, UFOF. voilà, l'UFOF est Voilà, devenu moi, je suis l'ODF. membre de celui-là, ouais. Voilà. Et le SFDO, donc, qui était la suite de l'AFDO des gens de Medstone. D'accord. Et donc, moi, pendant longtemps, comme j'ai sorti d'une école française, j'étais aussi à l'UFOF et au ROF. Et puis, à un moment, voilà, il y a eu des embrouilles aussi. J'étais plus d'accord avec ce qu'ils faisaient à l'UFOF. Et donc, je suis passé à l'autre syndicat parce que je D'accord. pensais que c'était important d'être syndiqué. Oui. Et Voilà, quand bah, j'ai eu mon procès, Mm. donc c'est le syndicat qui a payé les amendes, qui a payé l'avocat, qui a tout payé. Donc il y avait une solidarité. Voilà. Quand on se retrouvait dans les assemblées générales du syndicat, on était tous là. Quand Oui, oui, tout oui, le monde, tout le tous les monde venait, membres ouais. venaient. Ah oui, oui. Donc on se retrouvait à 200. C'était des belles fêtes quand même. Hein. C'est fort, j'ai le d'autant qu'on est souvenir quand de même ça. assez isolé dans nos cabinets tout au long de l'année. Exactement. Donc, Donc, d'avoir des moments comme ça où on se retrouve, ça donne beaucoup de force, je trouve. Et après donc la création du ROF en 81, après en 83, 84, 85, Oui. donc les examens pour avoir le diplôme d'ostéopathie étaient un examen national sous l'égide du ROF. Et la dernière année, moi, de mes études, donc en 84, on faisait la dernière année un stage dans chacune des écoles. Et chaque école montrait le meilleur de ce qu'ils avaient. Et on passait un examen national tous ensemble, tous les ostéopathes de toutes les écoles. Et on passait notre mémoire devant un jury international qui était toujours présidé par un Américain, un Australien, etc. Et moi, j'ai passé mon mémoire près du parc Montsouris à Paris, avec un jury qui était présidé par M. Asner, qui était le président de l'association, la puissante association américaine des ostéopathes, qui comprenait 60 000 ostéopathes. Et il y avait Quentin Skinner, qui était le président des ostéopathes de Nouvelle-Zélande, qui était présent, venu. Ouais. Et puis, je crois, Willy van den Schriet, je crois, qui était le président des ostéopathes belges. D'accord, on a vraiment quelque chose à reconstruire là. Voilà, il y avait ça. Et après, le diplôme, il y avait une cérémonie grandiose qui avait été organisée à l'hôtel Lutetia à Paris, qui est un grand hôtel, où on était tous bien habillés, avec, voilà, comme ici
à ça. Et c'était un vrai vraiment... rite initiatique, un vrai rite de passage là. Ah ouais, on était en 84. Reconnaissance par les pairs. Exactement. Et donc tout de suite, j'ai rendu mon diplôme de kiné, je suis installé, j'étais très fier. Voilà, c'était 84, 85. Puis après, donc il y a eu cette période de procès, mais on croyait toujours à ce qui allait se passer. Puis après, les écoles se sont développées à partir de 2002, où il y a eu la loi sur l'ostéopathie. Et c'est là tout le où monde ça a s'est ouvert des divisé. écoles et très vite, on s'est retrouvé avec 70 écoles d'ostéopathie en France. Ah ouais. C'était complètement aberrant. En Grande-Bretagne, on n'arrive encore pas. Il y en avait 4 ou 5. Ouais. On n'arrive toujours pas vraiment à réguler ça d'ailleurs. Donc avec les décrets, tout ça, ça je crois que c'est une 35-36 écoles qui ont été agréées, je pense, mais c'est toujours beaucoup trop. Pour moi, ça ne correspond à rien d'avoir 30 000 ostéopathes en France. Voilà. Oui, puis là, ça n'a plus l'air de trop bouger au niveau politique. Non, aux dernières nouvelles à suivre. Donc je pense que c'est important d'adhérer à un syndicat. Et moi aussi, j'ai eu un souci personnel où j'ai été démarché par une société qui voulait me vendre un site internet que je payais tous les mois, tout ça, et je lançais mon cabinet. Et donc je me suis bien fait embobiner. Et c'est mon syndicat qui m'a aidé à me sortir de là, à faire annuler ce contrat. Et voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut inciter les gens à se syndiquer. Ah oui. Mais maintenant, je ne sais pas à ODF combien il y a d'adhérents, mais ça doit être dans les 1000 ou 1200. Ah oui, je n'ai pas les chiffres. Et le SFDO, ça doit être pas à peu près le même ordre d'idée. Donc sur 30 000. Sur 30 000, voilà, ça ne va pas du tout ça. Si on était même 20 000, on aurait un levier vis-à-vis des élus qui serait bien plus important. Et par rapport au pouvoir public, ce qui demande, donc moi qui ai fréquenté à l'ENA les stages dans la fonction publique, si vous arrivez avec un dossier ficelé, les administrateurs civils, le travail est fait. Si on est 20 000 syndiqués. Ben oui. Voilà. Si on arrive juste représentant 1000 personnes, et puis que dès qu'on a un rendez-vous, il y a l'autre organisation qui arrive derrière en disant non, eux c'est pas bon, il faut que ce soit nous, qu'est-ce qu'ils font les pouvoirs publics? Ils disent bon, débrouillez-vous entre vous, on verra plus tard. Et nous, chaque fois c'était ça. Toujours, il y en a un qui disait ça, l'autre qui disait ça. Donc on a cherché un autre outil pour arriver à se mettre ensemble, tout. C'est venu à l'initiative de Jean-Pierre Barral. Donc il a dit, mais pour se retrouver, on peut se retrouver autour de la recherche et de l'académisme. D'où l'académie. Voilà. Et il revenait d'Australie où il y avait une académie qui était très puissante, aux États-Unis aussi. Donc il y a eu, donc je pense que c'est en janvier 96, si je à vérifier, une réunion, on était 68, on s'est retrouvés à l'initiative de Jean-Pierre Barral et organisée par Jean-Pierre Gugliani, donc aussi un autre enseignant. Et on s'est retrouvés, je me souviens, dans cette pièce où on était à Aix-en-Provence. Et il a commencé à dire, bon, si on veut monter une académie, il faut commencer par chacun mettre de l'argent. Et il y en a un qui avait une casquette, là il a dit, toi, passe-moi ta casquette, comme ça, devant tous. Il a pris ça, il a dit, allez, à vos portefeuilles, et vous mettez des billets, mais pas, c'était en francs à l'époque, mais pas des petits billets. Chacun met son billet, on commence comme ça. C'est drôle, hein, j'avais dit. Et tous, on a mis voilà, l'équivalent d'un billet de 50 € maintenant, quoi, qu'il y avait. Donc il pose ça sur la table, il dit, voilà, on a déjà 3 000 € pour démarrer, maintenant on peut réfléchir sur l'académie. Qui veut réfléchir? Et on était à 10, moi j'ai participé à ça, et pendant un an on s'est réunis pour voir quel statut, comment développer cette académie. Et un bureau a été élu avec François Laurent président. Et à l'époque on avait mis un médecin, je voulais qu'il y ait un médecin ostéopathe vice-président, Michel Thomas. Et puis très vite Michel Thomas est parti, et c'est Serge Paoletti qui est venu, qui a été vice-président de ce bureau. Et on a travaillé avec Patrick Horschmann, avec Serge Tricot, Françoise Emati, voilà, tout un groupe comme ça. On a commencé. Et cette académie, première chose, c'était une commission de traduction. C'est Pierre Tricot qui a commencé à traduire, et on a monté le journal Apostyle. Apo, ça veut dire comme apostrophe, comme apocryphe, ça veut dire à côté de, ou voir ce qu'il y a caché, ce qu'il y a dessous. Un peu. Ce qui est caché sous style, voilà. C'est ça dans que ça voulait dire. Style, voilà. Le créateur de l'ostéopathie. Qu'est-ce qu'il y a de caché sous le fondateur de l'ostéopathie? Et donc Pierre a commencé les traductions, on s'est rapproché des éditions Sully, qui étaient des petites éditions à Vannes, et puis là, pendant quelques années, c'était
extraordinaire, les échanges qu'il y a eu, la traduction, on avait accès aux vrais textes, et puis ça a commencé à se développer. Françoise Emati, c'était une ostéopathe temps plein qui était rédactrice d'une revue de sciences, donc elle apportait ce côté scientifique. Oui. Donc voilà, pour moi l'académisme est important et de la recherche. Et donc on est arrivé donc, dans les années 2000 avec le début de quelque chose. Et à ce moment-là, chaque année, il y avait un week-end Oui. où on se retrouvait tous ensemble. Les membres de l'AFDO, de l'UFOF se réunissaient chacun dans une salle dans le même hôtel. Ah oui. Le membre du ROF le lendemain, parce que beaucoup faisaient des deux, Mhm. et l'académie notre journée. Et une D'accord. soirée, le vendredi soir, on faisait une grande fête. Ah oui. On recevait les nouveaux diplômés, on faisait ça, on se faisait sponsoriser par les marchands de tables de traitement, Ah oui, par oui. les assureurs, etc. Donc on pouvait organiser ça. C'était la grande fête de l'ostéopathie chaque Ah oui, année. ça manque. Et moi, j'étais persuadé qu'on allait arriver à faire ça. Et ce qui a fait capoter un peu tout ça, ce sont les directeurs d'école Oui. qui avaient un intérêt financier, qui sont regroupés au sein d'une collégiale académique. Et puis, De différentes collégiales même. voilà, c'est ça. Et après, Là, il y a eu la différentes- division. C'est ça, il y a eu la division. Et eux, ils avaient trop d'intérêt. Ils n'aident toujours pas l'académie, Oui. qui a du mal. À Ouais, l'académie, ouais, on est 60 adhérents Ah oui. sur 30 000 ostéopathes. Ça ne va pas du tout. Mm, mm, mm. Donc, il faudrait que les jeunes... Finalement, là, c'est trop confortable maintenant. Et on est trop tranquille. Tout à fait. En fait, puis, fort on- de ce que vous avez acquis, puis maintenant, on on n'a fait pas ce comme qu'il faut. plus rien On fait pas ce qu'il à faut. défendre. Et on se repose vraiment sur nos lauriers, je pense, les jeunes ostéos. Là. Ok, et sinon, juste par rapport à l'étymologie même du mot ostéopathie. Alors, il y a différentes... Voilà, c'est pour ça que je voulais bien ta version. Oui, parce qu'il y a différentes définitions. Oui, Hein, donc, alors il y en a qui disent ostéos, donc venant du grec, donc tout ce qui est lié à l'os, oui. et pathie, donc les douleurs, les pathologies peuvent venir Pathologie, des os. voilà. Voilà. Oui, oui. Donc d'aller rechercher dans la structure ça. Après, il y en a qui ont fait à l'anglaise, pathie, Ouais. c'est Le chemin, oui. le chemin de l'os. Mm. Donc moi j'aime bien cette idée que c'est le chemin de la structure et de l'os, qu'on est sur ce chemin-là. Steele lui-même, il dit en juin 1874 à 10h du matin, je ne sais plus quel jour de juin, tout d'un coup je ne me souviens plus, l'ostéopathie 24. était née. 24 juin 1874 à 10h du matin, l'ostéopathie était née. Vraiment un eureka, quoi. Voilà. Donc c'est bizarre d'avoir mis comme ça. Donc lui-même, il n'a pas expliqué trop d'où venait ce mot, finalement. Parce qu'on peut y entendre aussi dans le pathie de sympathie. Oui, voilà, La sympathie qui met en lien finalement tous les os. Tout à fait, Et mais- c'est ce qu'on œuvre dans Mais chaque Steele corps l'a à pas remettre de la expliqué comme continuité, ça. quoi. Steele oui, oui. ne l'a pas expliqué comme ça. Donc, De toute façon, voilà. il nous laisse beaucoup d'espace ouais. Et c'est pour pour ça trouver du que sens. à un moment, donc, il y a l'éthiopathie qui est arrivée en disant ben, on enlève le mot ostéo parce que tout vient pas des os, mais c'est la pathologie. Chercher la cause. Éthio, c'est la L'éthio, cause. c'est la cause. Ouais. Et j'aime bien cette définition d'éthiopathie. C'est dommage parce que à ce moment-là, donc c'est un nouveau courant qui a monté une école en Suisse, etc. Voilà, avec, ouais. Et aussi, donc, on se voit dans le cadre d'une formation en pédiatrie. Juste pour préciser pourquoi c'est important que les ostéopathes qui travaillent avec les enfants se forment à l'ostéopathie pédiatrique, finalement. Donc c'est un choix. Moi, ça s'est imposé assez rapidement. En voyant des patients au cabinet, si on veut chercher la cause, remonter dans le temps ce qui se passe, eh ben, on arrive forcément à l'enfance, à la petite enfance et à la naissance. Et après, au début, je m'arrêtais là. Même chez les adultes, en fait. Voilà. Quand un adulte vient, on va remonter, on va trouver des trucs qui viennent depuis la petite enfance et la naissance. Et maintenant, j'ai ajouté tout ce qui se passe dans la vie intra-utérine aussi. À l'époque, je n'étais pas tant sur toute la vie à partir entre la conception et la naissance. Mais donc, très vite, moi, chaque fois que je voyais des gens, je remontais, on se trouvait des problèmes en disant, en remontant, ben, ça revient de la naissance. Et à l'époque, donc, ma femme travaillait en maternité à l'hôpital. Et quand elle était enceinte, donc en 81, donc c'était assez tôt, de notre premier enfant, tout de suite, ça m'a intéressé de l'aider, de voir comment ça fonctionnait. Et puis, j'étais présent pour la naissance de notre fille Alice, comme ça. Et je me suis dit, mais il y a vraiment des choses à faire pour l'aider. T'as perçu qu'il y avait plein de choses qui jouaient à ce moment-là, C'est ça, en fait. qui jouaient à ce moment-là. Et puis, un des patrons du service où elle était, M. Soumiré Mourad,
avait des brebis aussi. Et Oui. il nous dit, mais ce que vous faites là, quand les brebis mettent battent, c'est vrai, quelquefois on fait comme du modelage pour aider les uns. Et puis on voit les juments, quand elles mettent bas aussi, les animaux, ils vont lécher leurs animaux, Ouais. ils vont, etc. Donc ça a du sens ce que vous faites. Et Ouais, ce donc j'ai contact commencé est à vraiment m'intéresser naturel, à archaïque, ça. inné, ouais. Et à ce moment-là, dans la formation que je faisais avec Bob Bénichou, il y a une jeune ostéopathe qui est arrivée, qui s'appelait Nicet Serguev, qui s'appelle toujours Nicet Serguev, et qui a commencé à nous apprendre le crânien, et aussi qui nous a orientés sur l'approche des enfants en crânien. D'accord. Donc ça m'a intéressé, et j'ai continué à soigner ma fille aînée. Mes enfants, je les ai toujours soignés. Et puis j'ai commencé à avoir des enfants en cachette, un peu à la maternité, quand il y avait une naissance difficile. Et je me rends compte qu'en mettant les mains, il y avait plein de choses à faire. Donc j'ai continué avec Nicet Serguev. Et puis en 84, Lionel Issartel a publié L'ostéopathie exactement. Oui. Donc c'était la première femme qui travaillait en maternité au Lilas à Paris. Et donc voilà, donc ça a commencé. Oui, j'adorais ce livre et ça Tout m'a à fait. Et donc là, j'ai commencé à développer vraiment initié le au travail crânien. Ouais. voilà, avec les enfants. Et puis ça a continué. Et puis j'ai continué Et à me après, former. aujourd'hui, du coup, en quoi tu Et, penses que c'est important Et donc, que et donc après, les ostéos qui travaillent avec les enfants se forment spécifiquement à l'ostéopathie donc pédiatrique? une autre étape, c'est qu'on a pu rentrer à la maternité officiellement après, quand il y a eu la loi sur l'ostéopathie, et grâce à un pédiatre qui s'appelle Dr Christophe Hello. Et là, il nous a amené même travailler en néonat, où on travaillait avec les prématurés. Et là, vraiment, on s'est rendu compte qu'un enfant et un prématuré encore plus, c'est pas un adulte en petit. Les lois qui président les traitements, c'est différent. Donc on ne peut pas, si on n'est pas habitué, on ne peut pas appliquer à des enfants ce qu'on fait au niveau ça des paraît assez adultes. logique en fait. Un adulte, il est debout, organisé autour de la gravité, Exactement. alors qu'un enfant, il est plutôt encore horizontal. Il a son des tas de corps est différent, la il y a des tas de biomécanique n'a lois, rien à voir. Ouais. Il y a une évolution qui va à toute allure chez les enfants. Il y a tout un tas de processus vitaux qui sont présents et qu'on peut aider. Tous les résultats de tout ce qui se passe dans l'embryologie, dans le ventre, au moment de la naissance, juste après la naissance, ont une incidence très importante. Donc on a besoin de se former par rapport à ça. Donc à ce moment-là, j'ai décidé, donc j'ai essayé de voir avec les autres qui s'intéressaient à la petite enfance pour essayer qu'on fasse un enseignement commun. D'accord. Et donc, c'est là qu'est né le FROP. Philippe Mahé, voilà. Alors d'abord, il y avait Philippe Mahé à Marseille, il y avait Danny Hens qui faisait des cours, il y avait Roselyne Laloze-Paul qui faisait des cours, Elisabeth Tissot, ici à aussi, Paris, à Lyon, oui. un peu partout, et moi sur Bordeaux, il n'y avait rien. Donc quand j'ai commencé à monter cette formation, et je me suis inspiré de ce qui se faisait en Angleterre, où ils avaient monté le diplôme de pédiatrie ostéopathique. D'accord. Et ce diplôme était en 2 ans, donc j'ai été à Londres apprendre avec eux, je me suis formé avec eux, j'ai vu, et il y avait à Londres, grâce à la princesse Diana, elle donnait 1 million de livres pour l'ostéopathie pédiatrique. Et donc ils avaient un grand bâtiment dans une belle bâtisse à Londres, où au rez-de-chaussée il y avait tout ce qui était administratif, jeux pour les enfants, des endroits pour téter, etc. Et au premier étage, ils avaient enlevé toutes les cloisons, et c'était une grande pièce, comme une cathédrale. Comme ça, on rentrait, et il y avait juste des petits box à hauteur de même pas 1 mètre, et sur chaque box, comme ça, qui séparait 6 lieux de traitement. Sur chaque endroit, il y avait des jeux, des livres et tout ça. Et on rentrait là, il y avait 6 traitements en même temps, 2 ostéopathes à chaque table, et un ostéopathe qui gérait toute la pièce. Il y avait un calme, il y avait des enfants qui criaient, mais tout était calme. Et on faisait les traitements là. Et je me disais, mais c'est magnifique. Et donc il fallait que les ostéopathes anglais passent 2 ans à venir là, à suivre les cours, pour avoir un diplôme pédiatrique. Donc j'ai dit, ok, on monte ça à Bordeaux. Faire ça en France, d'accord, à Bordeaux. Et pendant ce temps-là, à Hambourg, en Allemagne, ils l'avaient monté aussi. Donc j'étais en contact avec Hambourg aussi, avec Thorsten Lim en Allemagne. Et à Bordeaux, on a monté cette formation sur 2 ans. Et donc avec une quinzaine d'enseignants. Et j'ai essayé de faire venir ceux qu'il y avait à Bordeaux. Donc au début, donc, il y avait Michel Barrault, Jean-Marie Briand, Thierry Louboursier qui venait. Oui. Il y avait, j'avais fait leur formation aussi. Chacun venait
il y avait une neurologue donc il y avait Christophe Hello, donc un pédiatre qui faisait ça. Enfin voilà, on a commencé. Il y a Bruno Congeot aussi, on en a parlé, qui venait au début. Oui, qui a fait beaucoup de gros travail sur aussi du côté de la femme enceinte et de la grossesse. C'est ça. Tout son livre sur le syndrome du rez-de-chaussée, sur l'endométriose. Et donc dans la première promotion, donc il s'est engagé sur 2 ans comme ça, il y avait comme étudiante Elisa Boileau. D'accord. Donc qui a que je connais bien, comme ça, que tu connais. Et donc, qui est ostéopathe et sage-femme à Lyon et qui forme beaucoup. Voilà, c'est ça. Mais alors comme étudiante, elle n'est pas drôle. Hein. Je veux dire, elle parlait tout le temps. Et aujourd'hui, alors la FROP, c'en est où alors et donc après, il y avait un projet de faire un DU, voilà, et donc un diplôme universitaire. Avec le Christophe Hello et puis un certain nombre d'enseignants de la fac de médecine, il y avait un DU de médecine ostéopathique à la fac de médecine de Bordeaux. Ouvert aux ostéopathes exclusifs? Non, ouvert qu'aux médecins. Qu'aux médecins, oui. Donc, et moi, j'ai pu le suivre parce qu'ils étaient intéressés à ce que... Et puis depuis, il y a quelques kinés qui le font aussi. Est-ce que tu apportes tes... Voilà, donc j'ai fait le DU de médecine ostéopathique. Et après, on a voulu monter ce DU d'ostéopathie pédiatrique. Et à ce moment-là, l'ordre des kinés est intervenu. On commençait à prendre trop de place au niveau de la maternité, au niveau de tout ça. Et on a été viré carrément du jour au lendemain par la direction de l'hôpital. Cet ordre, normalement, il est censé s'occuper des histoires des kinés, pas des histoires des ostéos. Il disait que c'était une spécialité de kiné et qu'on prenait la place des kinés. Donc, à ce moment-là, ça n'a pas marché, le DU. Et puis, on a fait une réunion sous l'égide de Philippe Mahé à Marseille, de tous les enseignants en pédiatrie en France, pour arriver à faire quelque chose de commun, pour faire comme on faisait en Angleterre. Voilà, en disant, ceux qui vont apprendre chez les uns ou chez les autres, quand ils arrivent à un nombre d'heures et faire en mémoire, ils peuvent dire qu'ils sont compétents en pédiatrie. Ok. Et à ce moment-là, donc on n'est pas arrivé à se mettre d'accord. Ça s'est pas mis d'accord, oui. Et à ce moment-là, dans les décrets d'application, est passé le décret que les ostéopathes exclusifs ne pouvaient pas traiter des enfants de moins de 6 mois, sauf un certificat de non-contre-indication de la part d'un pédiatre. Oui. Donc il prendrait, pour le pédiatre, ça équivaut à prendre une partie de responsabilité sur ce que va faire l'ostéopathe. Alors qu'il ne sait pas ce qu'on fait, donc moi je ne demande ça pas. Ça paraît compliqué. Moi je garde mais même moi, si j'étais pédiatre, je pense pas que je donnerais ça. Exactement. Donc moi j'ai gardé cette responsabilité. Je signe quand je fais une consultation sur le carnet de santé qu'il y a une traçabilité de ce que j'ai fait. Et tout ça. Et donc, nous maintenant, je souhaiterais, alors on en est, qu'il y ait une validation de compétences en ostéopathie pédiatrique avec un certain nombre d'heures et que ces personnes qui sont compétentes en ostéopathie pédiatrique puissent voir les enfants de moins de 6 mois sans avoir besoin d'un certificat de non-contre-indication. Et ça peut juste se faire en modifiant un décret sans passer par la loi. D'accord. Ça veut dire que... Pas besoin de passer devant l'Assemblée nationale. Sans passer par l'Assemblée nationale. Donc juste en voyant avec les administratifs du ministère de la Santé. Exactement, c'est ça. D'accord. Donc c'est ça que j'aimerais qu'on fasse et je pousse pour ça. Et je pense qu'il y a des gens qui sont favorables à ça. D'accord, à suivre donc. Voilà. Et puis après, maintenant, j'aimerais bien passer sur ta pratique de cabinet, quelque chose de plus terre-à-terre finalement. Déjà, par exemple, le temps de tes consultations. 45 minutes. 45 minutes, oui. Adulte, enfant. Oui, je me laisse le même temps. Et après, pour les enfants plus spécifiquement, qu'est-ce que tu captes finalement chez l'enfant, les parents quand tu vas les chercher dans la salle d'attente, il y a des choses que tu regardes, auxquelles tu es attentif? J'aime bien toujours ce que disait Steele à Arthur Hildreth, il dit de regarder avec les yeux de l'esprit. Quand les gens rentrent, tout le temps, d'essayer de voir non pas la façon dont les gens sont habillés, ce qu'ils sont, mais juste d'aller voir derrière, comportement. Donc effectivement, dans le cadre de pédiatrie, déjà, tu arrives dans la salle d'attente, c'est très juste, tu vois le comportement des enfants, des parents, ce qui se passe par rapport à d'autres, quand ils rentrent, tout ça, ça a un sens. Ça veut dire quelque chose. Si l'enfant est posé dans un coin, dans les bras de ses parents. Exactement, l'attitude de l'enfant qui te regarde, qui va vers toi ou qui rentre vers sa mère, etc. Enfin, il y a tout un langage extraordinaire dans l'occupation de la pièce, etc. De voir comment... Tout ça, c'est important. Oui, et je pense que c'est important d'y faire attention, même quand on ne sait pas le décoder au début. Et c'est que c'est petit à petit, avec ce qui va se passer après en consultation,
ça va faire sens finalement, je pense. Exactement. C'est comme ça Et tout au en faisant long attention qu'on tout construit au notre long de la expérience. consultation, c'est vrai que c'est un jeu. Voilà, c'est important d'être à la bonne place. Voilà. Il ne suffit de pas grand-chose, de se mettre à un endroit de la table, à un autre endroit. Est-ce qu'on fait mettre l'enfant sur la table? Est-ce qu'on le soigne au cou de la maman? Est-ce qu'il va jouer avec les jeux qui sont là? Est-ce qu'on lui raconte des histoires? Est-ce qu'à certains moments, il faut les forcer? Ouais, il y a tout ce côté-là, tout ce qui est Oui, tu disais que c'était important de jouer, ouais. de faire ouais, du jeu, et en même temps, il y a un moment où il faut que le travail soit fait, et aussi savoir poser un cadre à un moment. Exactement, mais souvent dans une consultation d'enfant, le moment thérapeutique est très bref, quand même, il y a tout le côté. C'est pour ça que j'avais fait un film, là, très tôt, que j'avais appelé Dialogue à 3 voix, donc, en disant qu'il y a le bébé, le thérapeute et l'environnement. Les 3 voix qu'il faut entendre. Voilà, Ces 3 chemins différents. Et ça arrive souvent que je mette la main sur la maman aussi. Voilà, tout ça, c'est très important dans la consultation d'ostéopathie. Ok, et après, en général, avec les adultes ou les enfants, tu as des tests de convergence. Tu pourrais décrire ta routine de test finalement? Donc ma routine de test, c'est déjà d'avoir une anamnèse assez brève, parce que les gens, c'est pas là qu'ils racontent les choses les plus importantes, mais il faut savoir les éléments importants au départ. Voilà. Après, de faire déshabiller les gens, de regarder pendant qu'ils se déshabillent comment ils sont. La première consultation, j'aime bien voir la peau, quand même, de mettre les gens en sous-vêtements, parce qu'on voit des cicatrices, on voit des choses qu'ils ne disent pas, des attitudes, peau et tout ça. Maintenant, je fais attention, étant un homme, par rapport aux femmes, donc je ne fais pas systématiquement aussi, je ne voudrais pas voilà, qu'il y ait de confusion par rapport à tout ce qui est autour d'abus de la femme, etc. Donc je fais un peu attention, alors qu'au départ, quand j'étais plus jeune, c'était vraiment pas un souci que les gens se mettent en sous-vêtements. Maintenant, ça devient un peu plus compliqué quand même, donc je fais notamment attention. Par exemple quand les dames sont en string. Voilà, tout à fait. En général, je leur propose de faire une jupe avec du papier d'examen. Ouais, tout à fait. Parce qu'on voit qu'elles sont gênées. Ouais, c'est ça. Voilà, après, il faut s'adapter à chaque fois. Exactement, mais c'est compliqué, effectivement, quand elles sont en string et qu'elles ont un jean très serré par-dessus, quoi. Donc, avec le jean, c'est compliqué de travailler sur le bassin et tout ça. Donc, effectivement. Puis c'est vrai que de voir la peau, les cicatrices, c'est vraiment des choses qu'on... Moi, pendant ma formation, le traitement des cicatrices a été abordé, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas d'examen dessus. Quand on est étudiant, on est un peu obnubilé par les examens, le diplôme, on est un peu vraiment terre à terre. Et en fait, après, je me suis aperçu que c'était super important, les cicatrices. Bien sûr. Ça peut être un perturbateur vraiment important. Ouais. Donc, après la première séance, souvent, les gens, quand je les connais, je ne les fais pas. Ils restent en vêtements légers, souvent. Mais les gens qui me connaissent, maintenant, beaucoup me connaissent, beaucoup de femmes, elles viennent en vêtements légers, comme pour aller à la gym et tout ça. Souvent, elles prévoient ça, ou elles se changent dans le cabinet. Donc, j'aime bien faire un examen debout, déjà, comme ça, avant. Il y a des tests en particulier debout, avec des tests de posture, de voir devant, derrière, les yeux bandés, les yeux fermés. Devant, derrière, tu les pousses un peu en avant, un peu en arrière. Une main sur la tête, de voir en appuyant, voir la réaction au sol. Tout ça, après, quelquefois, je fais des tests biomécaniques de se pencher en avant sur le côté, voir la dynamique de la colonne vertébrale quand même, qu'il y a au niveau mécanique. Puis après, souvent, je fais des tests assis, les pieds par terre, pour tester le bassin, comme ça, assis. Des TFA, des tests de flexion debout, assis. Tout à fait. Donc, je fais des tests assis aussi au niveau des épaules, de rotation de la tête, etc., de voir au niveau biomécanique l'équilibre qu'il y a. Et après, allongé sur le dos, plutôt, donc je commence par les pieds, et souvent je fais un TGO, donc mécanique de toutes les articulations. C'est vraiment une routine de base qui permet vraiment d'être intéressante, que je fais souvent beaucoup. Et puis, ça va permettre de comparer les corps, tout à fait, leur densité, leur souplesse. Et puis de trouver des choses dont ils n'ont pas parlé. Tiens, pourquoi ce poignet? Ils parlent, ah oui, j'ai eu une fracture du poignet, mais c'est pas important. Enfin, elle vient parce qu'elle a un problème d'oreille, peut-être qu'il y a un lien, etc. Et puis je teste après tout le corps comme ça. Suivant, si c'est quelque chose de vraiment biomécanique, je les mets à plat ventre pour regarder le dos de la même façon. Quand je vais plus sur quelque chose de viscéral et tout ça, je reste plutôt sur le dos et je regarde le ventre. Et après, je fais un scanner général de tout le corps,
donc voilà, pour vérifier. J'essaye d'avoir une C'est approche. quoi la différence avec le TGO alors Le d'avant? TGO, je mobilise. Plutôt mobilisé, alors que Voilà. là le scan, Le scan, c'est juste je passais passer les la mains main au ras de la peau. Voilà, et sentir, tu cherches quoi, une chaleur voilà, différente, une chaleur, une sensation différente, un ralentissement, un picotement, une qualité une de peau? voilà. Toutes Ouais. ces informations qui viennent sous la main, suivant les gens. Tout d'un coup, une sensation de vide, une sensation au contraire que la main me repousse, des sensations de froid, de restriction, tout ça. Ouais, Et je fais un scanner global du corps avant de chercher quelle est la porte d'entrée vers laquelle, donc qui va me servir de fulcrum, de point d'appui, pour que je puisse rentrer dans le traitement. Et là, il peut y avoir différents niveaux de traitement. Si c'est un travail facial, je pars dans un déroulé de facial. Si c'est un travail structurel, donc je fais mon travail structurel à l'endroit où c'est nécessaire. Quand c'est un travail plus viscéral, je vais dans les viscérales. Si c'est un travail plus émotionnel, donc je cherche les zones de tension. Et dans le déroulé facial, je vais jusqu'à un point d'arrêt. Oui. Un point où là, les gens, donc sous les mains, arrêtés, je fais verbaliser pour que les gens puissent lâcher les liens avec les émotions qu'il y a. Et très souvent, ils déroulent, ils lâchent, et de revenir. Je travaille au niveau du crâne tout le temps aussi, sur Oui, parce que différents les plans. émotions, finalement, elles laissent des traces dans les tissus. C'est ça. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui est mémorisé dans les tissus. C'est pas faire une C'est comme dit Pierre psychanalyse. Tricot, c'est ce qui s'exprime pas s'imprime dans les tissus. Donc c'est ça le but de ce travail émotionnel finalement. Ouais. C'est vraiment toujours un travail sur le corps qui remplace pas le travail d'un psychologue. Non, tout à fait. Mais c'est complémentaire. Voilà, oui. Et je travaille très souvent avec une psychologue qui fait de l'EMDR, là, en faisant les mouvements des yeux. Et dès que je sens qu'il y a un travail psychologique, que les gens ont besoin de parler et tout ça, je les envoie plutôt à cette psychologue. Voilà, donc c'est intéressant de travailler en lien. Et moi, je ne suis pas psychologue, mais il y a des moments, il se passe des choses qui valent à 10 ans de psychanalyse, je suis sûr. Oui, des choses qui lâchent, qui sont dans le corps, qui lâchent et qui permettent et qui font qu'il y a des gens qui gardent des comportements qui sont complètement inappropriés pour maintenant, que ça reste depuis longtemps. Une femme qui a divorcé depuis 30 ans et qui a toujours de la haine ou de la rancœur pour cet homme avec qui elle a vécu il y a 30 ans. Et donc, alors que lui, il a sûrement refait sa vie, il est reparti dans autre chose, et elle il s'est ouvert à autre chose. Et elle reste prisonnière de son histoire. De cette amertume. C'est ça. Oui, mais c'est ce que Cynthia Fleury développe là, dans un livre récent, La Sigie la mer. D'accord. Où finalement c'est cette amertume qui nous maintient un peu isolés en plus. Tout à fait. Qui nous isole parce que cette haine qu'elle a pour cet homme, ça va pas lui donner envie de rencontrer un autre sûrement. Exactement, c'est tout ça. Et c'est dommage que la vie... C'est une prison conscrite. Ouais. Voilà, que la vie soit arrêtée à ce moment-là, à un moment du temps, et on peut tout à fait remonter. Donc il faut remonter à ce moment-là, lâcher ce qui s'est passé pour pouvoir se libérer. Et il y a des histoires merveilleuses qui se font comme ça. Oui, il y a vraiment quelque chose où finalement le corps va maintenir le cerveau dans un schéma de pensée, une routine, une habitude, et l'enchaîner, quoi. Oui, exactement. Ouais. D'accord. Et ça, donc, et tu animes aussi une formation, justement sur la prise en charge émotionnelle. Oui, depuis longtemps. Hein. Oui. Donc ça, j'ai appris avec John Pledger. Donc j'ai beaucoup travaillé avec lui. Et donc j'ai évolué de ce que j'avais appris avec John Pledger, mais c'est un de mes enseignants importants dans ce que j'ai fait. Et donc l'approche, l'intégration des émotions par l'ostéopathie fait partie de mes centres d'intérêt quand même. Ça. Ouais. Ok. Et puis, dans ta préface là, du livre de François Bell, tu parles de l'anatomie telle que Andrew Taylor Still, le fondateur de l'ostéopathie, l'a envisagée. Et du coup, je me demandais ce que tu voulais dire par là. C'est-à-dire, c'est pas une anatomie descriptive comme il y a dans les livres. Oui. C'est pas cette anatomie-là de l'ostéopathie. C'est une anatomie de relation, pour moi, de mouvement. Oui, donc on retrouverait ostéopathie, sympathie. Voilà, c'est ça. Quand on voit cette image célèbre de Still qui regarde un fémur comme ça, il ne regarde pas juste la description de cet os mort. Il va rechercher en profondeur. C'est toute une démarche, les philosophes diraient phénoménologique, d'aller rechercher quelle est
l'élément qu'il y a derrière le phénomène que l'on voit. C'est d'aller ça. Et à travers un os, il y a la circulation du sang, dans la moelle, il y a toute la vie de la personne, il y a tout ça. Donc, Oui, la forme de l'os, s'il a eu une exactement, fracture, et les relations lignes qu'il y a courbes, partout, et le travail que j'ai fait avec Jean-Claude Guimberteau sur le vivant, comme ça, c'est une façon de voir l'anatomie au niveau de la in relation. vivo, quoi. Oui, oui. Et Pas tous sur les des jours, cadavres, j'apprends dans cette formation, vous me faites des remarques sur des choses inexactes, etc. Donc, voilà, tous les jours, j'ai l'occasion d'apprendre et de continuer à progresser sur ce chemin d'une anatomie vivante. Ouais, non, ouais. Ouais. Et donc, j'aime bien le titre du livre de François Bell, qui est Plaidoyer pour une ostéopathie vivante. Oui. C'est ça qui nous intéresse. C'est pas étudier l'anatomie sur les cadavres. Alors c'est important de passer par là pour comprendre. Oui, oui, oui. Il y a quelque chose, une construction assez analytique. Exactement. Et après, il y a un moment, moi je me rappelle, c'était en 5e année, quand on a vu l'anatomie du thorax, c'était la dernière partie qui manquait. Et là, il y a un moment où je me suis dit, waouh, ça y est, j'ai une vision d'ensemble du corps. Alors c'était encore un corps mort et théorique finalement, mais c'était fort, ouais. Ouais, Sentir cette donc complétude. c'est dans ce sens-là que je parle de l'anatomie tel que Steele l'envisageait. Voilà, oui. De cette continuité, ouais. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé ce livre de François Bell, Le plaidoyer pour une ostéopathie vivante, et je le recommande vivement aux étudiants en ostéopathie, parce qu'on y retrouve vraiment quelque chose qui tient à cœur aussi, de nommer les choses, nommer le fulcrum, et différentes choses comme ça importantes pour nous, et en même temps, c'est une ouverture sur l'état d'être aussi de l'ostéopathe, et le rapport au monde, qui va conditionner un certain rapport à son patient, au tissu de son patient. Donc vraiment, belle entreprise. Et donc toi, tu as un livre en attente, non? Oui, je sais pas si tu as envie d'en parler. Je travaille, voilà, c'est un livre sur le chemin de l'ostéopathie qui part de mon expérience et les différents éléments par rapport à ça, mais qui n'est pas encore prêt. Oui, voilà, mais d'ailleurs, il y a un auteur qui disait que quand un ostéopathe écrit, il doit vraiment, justement, partir de parler de son expérience, de ce qu'il connaît. Moi, c'est tout à fait ça. D'accord. Bon, à voir, j'ai hâte de lire ça. Et puis après, je voulais te demander aussi comment se positionner finalement pour toi qui a participé à fonder l'Académie d'ostéopathie, donc qui est plutôt un pôle recherche scientifique de la profession, et donc comment se positionner par rapport à l'évidence-based médecine. Est-ce que l'ostéopathie peut y trouver sa place? Complètement, bien sûr. Donc pour moi, c'est important, l'evidence-based medicine, donc est une position dominante actuellement en médecine, mais c'est assez récent quand même. Ouais. Et elle est tellement dominante que ça en devient presque dogmatique. Ouais. C'est-à-dire, ça devient presque une religion. C'est cette sensation que j'ai, tout à fait. Ouais. Voilà, et qu'on n'a pas le droit de sortir de ça. Et quand on se retrouve dans cette position-là, forcément, ça peut plus aller. Donc, je pense que ça va changer. Le temps va évoluer par rapport à ça. Et cette façon de voir l'evidence-based medicine va évoluer. Et déjà, maintenant, on voit avec toutes les études qui étudient sur le placebo, sur tout ça, qui montrent que l'impact d'un médicament, d'une technique, quelle qu'il soit, c'est que 15 ou 20% de l'effet. Les techniques, c'est que 20% de l'effet du médicament. Donc pour nous, nos pratiques, c'est la réaction chimique apportée par le médicament, voilà. Ça contribue qu'à hauteur de 15%. Donc 15 ou 20% de la guérison de la personne. Et le reste alors, ce serait... Le reste, 30% c'est l'effet placebo, 30% c'est l'effet relationnel. Suivant le médecin qui prescrit, le médicament n'aura pas le même effet. Et là, c'est pas là-dedans l'effet placebo? C'est pas lié à la relation? En plus de l'effet placebo. Et puis, il y a donc cette étude, il y a une dernière étude que j'ai quelque part, que je peux montrer. Et puis, il y a le temps qui fait que spontanément, la guérison vient. Oui, même si on ne faisait rien. Donc, si on ne fait rien, il y a une partie quand même. L'homéostasie qui va faire son boulot pour ramener l'équilibre. Tout à fait. Donc, je pense que l'evidence-based medicine est importante, ça fait avancer les choses, mais on a fait fausse route en voulant copier la médecine allopathique. L'ostéopathie, c'est pas la médecine allopathique. Oui, voilà, on a quand même un pas de côté à faire. Voilà. Et donc, un pas de côté qui permet d'intégrer d'autres éléments, pour moi, qui est l'approche plutôt biopsychosociale, maintenant on appelle, avec le côté émotionnel et social,
Il y a un autre élément. Donc ça, il y a des protocoles pour le quantifier, Oui, pour en mesurer, psychologie, il y a Ouais. des échelles d'évaluation de la douleur, par exemple, des choses comme ça. Et les protocoles, au lieu que ce soit des protocoles quantitatifs, en double aveugle, sont des protocoles qualitatifs. D'accord. Et donc, c'est avec aussi des interrogatoires. Moi, j'encourage les étudiants à faire leur mémoire autour d'une étude qualitative, plutôt que de dire je prends 10 personnes qui ont mal au dos et je vois les Oui, et résultats j'applique la même d'ostéopathie, technique à tout le monde. voilà, etc. Ouais. Pour moi, c'est pas ça. Ouais. C'est Oui, plutôt, c'est là-dedans où on ne peut pas rentrer du tout dans un protocole. voilà, On fait du sur-mesure pour chaque patient. parce que la médecine, elle s'occupe d'une pathologie, d'une lésion. Voilà. L'ostéopathe, il s'occupe d'une personne. Ouais. Et Jusqu'en on cherche 19 la santé en plus. Et dans la définition des principes de l'ostéopathie, jusqu'en 1953, on parlait, l'ostéopathie jouait sur le corps. De 1953, ils ont élaboré cette définition de l'ostéopathie qui agit sur le corps. Et en 2002, les principes qui ont été élaborés aux États-Unis, ils ont changé le mot corps par personne humaine. C'est intéressant l'évolution. Ah oui, oui. Mais c'est comme la définition de la santé par l'OMS finalement. Ben, C'est pas juste un corps qui fonctionne. Voilà, c'est ça. C'est aussi un état d'esprit. Exactement. Donc l'ostéopathie a évolué depuis 2002 par rapport à ça. Et donc dans la démarche qualitative, moi j'encourage les étudiants à faire plutôt une étude, un sujet les intéresse, ils regardent mémoire, oui. toute la mémoire, toute la bibliographie sur le sujet qui les intéresse, ils regardent tout ce qui a été écrit pour ne pas réinventer l'eau chaude à chaque fois. Après, faire des interviews, des entretiens comme ça, sur des gens, sur ces questions-là. Et après, Et leur demander sur avant, après la séance, qu'est-ce qui s'est passé, leur réaction sur le sujet, après. leur expérience, etc. Oui. Et puis, c'est une triangulation qui se fait. Et la troisième partie, donc, d'associer les deux en fonction de ce qui a été dit, ce qui a été écrit, de ce que les gens parlent de leur expérience. Donc, c'est-à-dire un point d'appui sur le soin, un point d'appui, du coup, c'est l'interview, un peu le débriefing après consultation. Et puis le troisième sur la bibliographie, sur tout ce qui a été écrit, sur les sources. Ah oui, pour voir si tout ça se recoupe finalement. Exactement. Et puis d'en tirer une information qui soit différente, qui fasse avancer la recherche. Donc l'évidence-based médecine est importante. Ce n'est pas les outils pour évaluer l'ostéopathie qui sont compétents, mais il faut utiliser ces outils. Rajouter la démarche qualitative liée à tout ce qui est émotionnel autour de la personne. Et rajouter tout le côté perception. On passe par les sens et la sensorialité, on a développé tout ça. Et pour moi, il y a un quatrième élément qui est la notion intuition, contemplation spirituelle. Je voulais y venir justement. Voilà, qui fait partie de l'ostéopathie. Le côté spirituel fait partie de l'ostéopathie. Voilà, et la première leçon, comme disait Steele, ce serait l'anatomie. Et une fois qu'on maîtrise l'anatomie, alors on peut faire place à l'intuition, quoi. C'est ça. Une fois qu'on a éduqué ses mains aussi, d'avoir les mains des mains qui pensent, qui voient. C'est ça. Et en fait, ça, en plus, l'intuition, c'est quand même quelque chose. Je veux dire, pour Kant, Bergson, même Descartes, c'est des choses on peut pas faire sans l'intuition en étant humain. Et même Henri Poincaré, quoi. Il décrivait le protocole avec un premier temps de recherche consciente, constante, assez intense, et après un deuxième temps où, par exemple, en marchant, en faisant autre chose, où il y a cette eureka de l'intuition qui résout, fait faire de la place pour des processus inconscients qu'on ne maîtrise pas, mais qui ont été nourris par un travail conscient, quoi. On ne peut pas non plus se dire ostéopathe en 2-3 ans, je pense. Non, tout à fait. C'est un chemin de vie, je pense, qui permet d'évoluer. Et ce n'est pas par hasard qu'on regarde dans les enseignants en ostéopathie. Nous, dans les professeurs, il y a beaucoup qui ont travaillé très vieux. Viola Freeman, à 84 ans, elle était encore là. Donc j'ai parlé de Zachary Como, qui était... demain, je parlerai aussi de Anthony Sheila. Anthony Sheila, il a 84 ans. Je l'ai rencontré l'année dernière à Montréal. Il me dit, ça fait 5 ans maintenant qu'à l'université, ils ne veulent plus de moi. Donc chez moi, je me suis fait construire une petite pièce en bois à côté de chez moi pour recevoir les patients. À 84 ans, il démarre sa clientèle. Il ouvre un cabinet. Mais oui, il ouvre un cabinet, une pièce pour recevoir les gens. Mais après, ça me fait penser quand même au prix Nobel de médecine 2009, une médecin
qui expliquait que par la méditation, régulièrement, genre 20 minutes, 2 fois par semaine, hein, c'est quand même pas énorme, et que ça inhibait ça inhibait la télomérase, Ouais. et que ça évitait que les chromosomes raccourcissent, Et le vieillissement. et donc le vieillissement. Ouais. Et j'ai l'impression que nous, finalement, dans notre pratique, avec ce côté spirituel de concentration, de mise au neutre qu'on va aborder maintenant, euh, j'ai l'impression qu'on est souvent dans cet état un peu méditatif parce que vous faites quand même pas trop votre âge tous, finalement. Moi, je vois, j'ai Ouais, tout à remplacé fait. un collègue qui a pris sa retraite à 74 ans. J'en donne plutôt 60, Qui 65. s'appelle, que je connais. Et, Mais on était ensemble la semaine dernière oui, c'est par ce qu'il me Zoom. disait par rapport au DU Ouais, de philo. Et ben justement, je voulais y arriver au DU de philo. C'est qu'aussi, à côté de l'évidence-based médecine, au niveau de l'ostéopathie, on a notre fondateur, quand même, Andrew Taylor Still, qui nous a laissé des écrits qui sont assez métaphoriques. Et alors, d'un côté, c'est assez formidable parce que je trouve que chacun va y trouver du sens pour lui et éclairer son chemin ostéopathique. Après, pour s'entendre et pour parler d'une voix commune, ça nous complique un peu les choses. Mais c'est vrai qu'il y a ce DU, donc ce diplôme universitaire de philosophie de l'ostéopathie, qui pourrait être intéressant justement pour l'élaboration d'un langage commun apparemment. ouais, exactement. C'est ça qu'on essaye de faire. Ouais. Voilà, pour qu'on parle d'une même voix et Ouais. qu'on ait un discours qui soit crédible et compréhensible pour les médecins, pour les patients. Mm. Parce qu'on souffre aussi de ça finalement, des patients qui comprennent pas trop ce qu'on fait et Et qui puis, vont dire à leur médecin ce qu'ils n'ont pas bien compris. Donc et qui ne comprennent pas qu'on a tous une pratique différente. voilà. Alors que bon, ben, ouais. Finalement, pour moi, ça me paraissait logique. On a tous des corps différents, on perçoit des choses Ben ouais. différentes. Et donc toi, au niveau de ce DU, justement, tu travaillais sur la dynamic stillness, cette immobilité dynamique, donc qui nous rapproche vraiment de la spiritualité, de la J'ai fait mon profession. Là. mémoire, ma recherche sur l'hypothèse de chercher quel est le moment thérapeutique dans une consultation. Donc c'est plus par rapport à la temporalité, par rapport au temps. Oui, Quel est le moment où il se passe quelque chose dans une consultation. Et donc, pour moi, le temps, il y a le temps linéaire, passé, présent, avenir, qui est le temps sur lequel on vit tous les jours, on est pris dans ce temps-là, oui. mais qui est un temps qui n'est pas le plus important, qui est un temps apparent, hein, mais qui n'est pas la réalité de ce qui se passe comme ça. C'est pratique pour les livres d'histoire et faire une frise. Tout à fait. Et puis, comme de penser que c'est le soleil qui bouge autour de la Terre, etc., et que la Terre ne bouge pas, c'est des apparences. Quoi, voilà, intuitivement. voilà. Et après, donc, il y a un deuxième niveau qui est en lien avec la durée de Bergson, tu parlais de Bergson, comme ça, qu'il a fait, c'est le temps du moment présent qu'on retrouve dans tout ce qui est oriental, etc. C'est d'être dans le ici et maintenant, lié à tout ce qui est méditation, de pleine conscience, etc. Tout le monde travaille par rapport à ça. Oui. Et donc le moment où il se passe quelque chose dans la consultation, c'est cette notion de dynamic stillness, de calme dynamique, où on rentre dans ce moment où on a l'impression qu'on est dans un espace-temps que j'appelle l'espace templeux. Donc on rentre dans un temple et à ce moment-là, pour moi, il y a une troisième dimension qui est la dimension spirituelle, qui est à ce moment-là est ouvert à tout ce qu'on veut et qui est lié à l'infini, au timelessness, c'est-à-dire qu'il n'y a plus l'état d'être tout le temps et partout et maintenant est lié à l'éternité. Voilà, un sentiment d'éternité, oui. Oui, ça m'arrive des fois en consultation. Et c'est souvent, en fait, j'ai pas d'horloge dans, dans ma salle de consultation, parce qu'une fois mon réveil est tombé en panne et j'ai pas changé les piles et je me suis aperçu que j'étais plus à l'heure. Alors qu'avant, quand je regardais l'horloge, je me disais ah bah il me reste encore le temps de faire ci et ça. Alors que maintenant, alors il y a des moments où je suis assez perdu parce que dans ces moments, je perds vraiment la notion du temps. Et donc c'est un peu la surprise quand je retourne à l'ordinateur, je vois l'heure qu'il est, je fais ouf. Et c'est assez, oui, c'est assez troublant, ouais. Et donc on rejoint là tout un tas tout un tas de philosophes et de théologiens et d'expériences qui rejoignent les expériences mystiques, qui rejoignent tout un côté spirituel. Et de qui justement tu t'es inspiré? Moi je suis chrétien au départ, donc ouais. je pense que
le modèle de Jésus, pour moi, c'est un modèle d'ostéopathie voilà, au plus haut point, je dirais. Oui. Et après, donc, dans la tradition chrétienne, ça a été beaucoup Teilhard de Chardin pour moi. Mm. Maintenant, des gens comme Jean-Yves Leloup, Ouais. qui sont des Et même gens sur qui cette sont- histoire de temple, Voilà. ça me rappelle cet épisode un peu où il y a Jésus qui va chasser les marchands du temple. Et parce que en fait, le temple, comme le dit saint Paul, le temple, enfin le corps, c'est le temple de l'esprit. Mhm. Et du coup, Jésus, quand il voit les marchands qui squattent le temple, il se met en colère. Et il y a cette dimension, on a un peu, Exactement. il a accès à sa colère, à quelque chose pour ramener l'ordre. On a un peu une vision angélique de Jésus, alors qu'en fait, il se positionne assez, assez durement quand c'est nécessaire, quoi. Et puis il rajoute que ce temple, c'est le temple qui est son corps. Voilà. Et qu'en 3 jours, il va le restaurer. Voilà, oui, oui, Donc oui. c'est ça, on est là-dedans, tout à Oui. fait. Oui. Et sur les 3 jours, c'est aussi l'exemple que tu donnais sur quand on fait rien. En général, au bout de 3 jours, ça va mieux. Oui, Par c'est ça. un rhume, ça dure 3 Ouais. jours. Si on se repose, Oui, tout à fait. il y a vraiment quelque chose comme ça, oui. Donc pour moi, cette dimension est très présente. Elle est présente chez Steele, dans la prière de Steele, quand même. Hein. Mm. Donc toujours, tous Mais je les pense jours. on a besoin aussi, en étant tout seul au cabinet, à prendre les décisions sur qu'est-ce qu'est le diagnostic, à se dire ok, c'est ostéopathique, c'est pas médical. Là, c'est une décision qui est importante à prendre, à assumer. Et après, d'appliquer un protocole de soins, c'est encore une autre décision qui est compliquée. Et je pense qu'on a besoin quelque part de se dire qu'on a quelque chose, une force, une entité au-dessus de nous. Et que nous, finalement, on est des simples points d'appui pour le corps, pour que l'homéostasie puisse œuvrer. Et moi, je vais un peu plus loin. Donc pour moi, cette entité, elle n'est pas uniquement au-dessus de nous. Oui, Elle c'est est ce que tu nous dis aussi. quand le ciel est partout, Ouais. jusqu'au sol. Pour moi, elle est. Donc les philosophes, elles disent donc elle est transcendante, dans le sens elle est au-dessus de nous, mais elle est aussi immanente à l'intérieur de nous. Oui. Et elle est présente. Oui, il y a cette immanence, cette Elle est présente. horizontalité. Dieu il est présent partout et tout le temps à l'intérieur de nous. Et c'est pareil quand tu dis par exemple que Et je pense que Steele, l'air c'est pas du vide, et si Voilà. on nous entend parler, Mm. c'est parce qu'il y a quelque chose qui porte ces Exactement. vibrations de nos voix. Ouais. Tout à fait. Et c'est un souvent, peu quand- l'éther des poètes aussi. Comment c'est L'éther des poètes Exactement. romantiques qui parlent de cet éther, cette matière, cette substance qui nous relie tous. Et même Einstein, à la fin de sa vie, quand même, il a dit, mais voilà, c'est incroyable, j'aurais fait le lien entre l'infiniment petit et l'infiniment grand, entre la gravité et puis la relativité, les différentes théories qu'il y a, si j'avais juste introduit cette 4e dimension qui est l'éther. Oui, oui. Et il a dit. Et ça résout tout. Eh bien oui, et ça résout tout, exactement. C'est incroyable. Alors, j'ai toujours pas retrouvé. Je voudrais retrouver ce texte. J'ai entendu dans une conférence un jour quelqu'un qui disait ça, et je me disais, mais oui. Donc il a dit ça à la fin de sa vie. Entendre Einstein qui parle d'éther, c'est incroyable, quoi. Après, un gars comme Goethe en parlait aussi, alors qu'il il est de formation très, très scientifique. Hein. Il fait pas mal de choses sur l'optique. Mais revenons-en à l'ostéopathie. Je voulais t'interroger sur les os-clés, les malaires, clavicules, omoplate, iliaque, rotule, péroné, cuboïde. Dites-moi si j'en oublie et savoir de quoi ils sont les serrures. C'est juste le lien, c'est pour faire le lien entre la terre et le ciel. C'est un peu comme des antennes. C'est juste ouvrir des clés. Des clés pour qu'il y ait du lien. Voilà, pour qu'il y ait la continuité, pour relier. Et que l'être humain, les Chinois le représentent bien comme ça. On est le mouvement entre la ciel et la terre. C'est tout. D'accord, oui, c'est aux clés, ok. Et c'est les clés du péroné, c'est les clés par rapport à la terre. Les clavicules, c'est les clavicula, ça veut dire clé. Oui, petite clé, ouais. J'avais fait un mémoire dessus. Voilà. Et donc, elles sont en forme de clé. Et les malaires, donc, je travaille comme forme de clé par rapport au monde spirituel. Et il y a une explication plus élaborée dans le symbolisme du corps humain de Annick de Souzenel. Alors ça, j'ai pas encore réussi à le lire, celui-là. Voilà.
Il ne faut J'ai pas une lire en entier, il faut lire juste prendre des éléments qui nous intéressent. Ah, j'ai une amie qui m'a dit tu fais l'île-Marseille en train, tu prends le symbolisme du corps humain et là tu vas pouvoir bien te mettre dedans. Je pensais Ouais. plutôt faire comme ça. Bon, Peut-être, mais moi je sais que j'y reviens quand de temps en temps, j'ai besoin Ouais. de comprendre quelque chose pour quelque chose. Et aussi, juste une petite ouverture sur ton rapport à la physique quantique, on parlait d'Einstein. Et donc comment tu perçois la physique quantique en Alors, ostéopathie? on le met un peu à toutes les sauces, la physique quantique, et moi je ne Ouais. suis pas un physicien, Ouais, donc je fais attention à pas trop en parler ouais. pour pas avoir l'air de rentrer dans le... Dans la mouvance un peu New Age. Exactement. Mais je pense, des gens comme Guillemin, tu connais Oui. Philippe Guillemin, Philippe Guillemin, oui. voilà. C'est des gens qui ont écrit beaucoup par rapport à la physique quantique. Et j'ai écouté des conférences, j'ai lu ses livres, je trouve qu'il explique bien ça. Et je Et pense puis il y a que le monde qu'on voit est vraiment, on est dans la relativité complète. Donc je pense que la physique quantique, c'est une explication qui correspond bien à l'ostéopathie. Oui, L'ostéopathie est qui quantique. donne du sens à ce qu'on Ah oui, qui donne du sens. perçoit nous au cabinet. Quoi. Exactement. Et Tout à à fait. ce dont parlent, ce que parlent les patients, ce qu'ils Tout à fait. ressentent. Après, il y a un autre ostéopathe qui en a parlé. Bernard Darian, non Comment Bernard Darian, avec Non. Ostéopathie Oui, et Conscience. rien en parler. Non, c'est un Anglais qui a écrit Anatomy Ah of oui. Potency, Oui, Nicolas Handel. Nicolas, voilà, oui. Donc lui, il en parle beaucoup dans ses livres. Tu parles aussi de, de tonus polyvagal. Et Le système nerveux. parce que moi j'ai la notion du nerf vague un peu qui va vers le cœur, les poumons, le système digestif, mais pas forcément au niveau du visage. Voilà, donc c'est faire le lien entre ce nerf vague supérieur qui fait le lien avec les nerfs crâniens qui vont vers la Ok. face. Ah oui, oui, c'est qu'il y a Voilà, des anastomoses. des qui anastomoses, auraient dit ça. Donc c'est un Américain qui s'appelle Stéphane Porges, Ok. Porges, qui a élaboré cette idée-là. Mais j'en parlerai demain, je ne sais pas si j'ai le temps. Donc il y en Oui. a qui ont... Mais je pense que je Torstenine ferai... vient de publier un article où il remet en cause ça. Ah oui. Autrement, il y a Michael Shea, S-H-E-A, qui a écrit un article sur la théorie multivagale, Ah ok. et qui est intéressant aussi. Ouais, à mais lire. je regarderai, je pense Ouais. que je ferai une petite vidéo Voilà. là-dessus, parce que moi j'ai vraiment l'impression de faire que ça toutes mes journées, Ouais. libérer des nerfs vagues, Ouais. libérer du tonus parasympathique. Tout le monde est Exactement. stressé. C'est l'essence de notre travail. quand même. Ouais, hein. Et chez les bébés, demain, on verra ça. Mais j'ai beaucoup de choses à faire demain. Et s'il y a 3 ou 4 traitements, je ne sais pas comment je vais faire. Enfin, on va voir. Surprise. Moi, je vais te laisser réfléchir à tout ça. Ouais. hein. Je pense vais qu'on vous a fait le envoyer les tour. PowerPoint quand même, mais Je pense qu'on a fait le tour. Il y a quelque chose que tu voudrais rajouter? non, c'est Un bon. conseil Non, pas spécialement. pour les jeunes ostéos? Non. Non. Je leur fais Non. confiance, quoi, finalement. Voilà, de continuer. C'est bien, que c'est un chemin qui vaut la peine et il faut continuer, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. hein. Ouais. Ouais, bah, merci Dana d'avoir bien déblayé une bonne partie du chemin, en tout cas, Bruno. Ben, merci à toi. Et voilà, et puis bah, le meilleur pour la suite. hein. Merci.